Bonjour à tous et à tous, ici Grégoire Boc, auteur du livre Localisation, comment choisir un emplacement viable pour son domicile. Aujourd'hui, vidéo sur les pavillons. Alors le pavillon n'est pas une forme de logement a priori très séduisante dans une optique survivaliste. Toutefois, c'est un mode de logement qui est quand même privilégié par de nombreuses familles en France. Et le rêve, un peu en 2020, c'est quand même d'avoir un pavillon où on est tranquille chez soi, sans voisins directs mitoyens. Alors, pour ces gens-là, donc qui rêvent de vivre en pavillon, je vais faire une liste de 3 erreurs qui, selon moi, en 2020, vont en fait handicaper votre résilience si vous vivez en pavillon. Donc en fait, c'est des points à observer avant d'acheter un pavillon, évidemment, ou alors à considérer si vous en avez déjà un. Et éventuellement vendre votre pavillon actuel pour en racheter un autre qui correspondra mieux aux critères. Alors, la première erreur, selon moi, c'est avoir moins de 500 mètres carrés de terre cultivable. Alors, l'avantage du pavillon par rapport à l'appartement, c'est évidemment d'être sur un terrain que vous possédez. Et donc, si vous n'avez pas de terre à utiliser pour de la culture, c'est dommage parce qu'en fait vous avez une place de parking avec un toit dessus. Vous n'avez pas une maison avec un terrain potentiellement productif. Donc l'intérêt évident pour tout le monde, c'est qu'en cas de crise économique, le fait de pouvoir faire un jardin va vous aider à survivre. Et au moins vous aurez quelque chose à faire. Vous ne serez pas totalement au chômage. Alors pourquoi 500 mètres carrés? Parce que en fait c'est la surface qui en moyenne est utilisée pour les potagers. Si vous regardez bien, les gens en général ils font 200, 300, 400 mètres carrés. Après il y a une petite zone aussi avec des arbres fruitiers par exemple. Mais plus que ça devient un travail de paysan, quoi. Donc si vous achetez un pavillon, c'est pas pour faire de la culture, de l'agriculture. En tout cas, donc c'est pour ça que 500 mètres carrés c'est assez raisonnable et ça correspond aussi aux parcelles, aux grosses parcelles de jardins ouvriers, les jardins partagés, et ça correspond aussi aux terrains où sont les dachas en Russie, donc c'est maisons en fait de campagne où les gens viennent pour se reposer et pour cultiver. Voilà, donc si cette surface, historiquement on va dire la surface utilisée, c'est qu'elle sera aussi utilisée dans le futur. Et vous n'avez pas besoin d'avoir plus. Donc 500 mètres carrés, comment savoir si on a 500 mètres carrés fertiles? Puisque le but évidemment c'est d'avoir une zone où on peut faire pousser des choses, des légumes annuels, des arbres, des patates, etc. Et donc ça requiert des qualités précises. Alors il faut que la terre soit donc la plus fertile possible. J'ai déjà fait une vidéo sur ce point-là. Il y a même d'autres youtubeurs qui ont fait des vidéos. Donc c'est des gens qui sont spécialisés en permaculture par exemple, qui vous expliquent comment analyser votre terre, comment reconnaître une terre fertile. Donc ça c'est un savoir à vraiment avoir en vue d'acheter un pavillon, puisque beaucoup de terres de pavillon sont très mauvaises, puisque ce sont des zones qui ont été terrassées, qui ont été remblayées. Peut-être que vous allez trouver des choses qui ne sont pas naturelles même dans votre sol. Donc il faudrait faire des carottes de votre sol pour pour analyser ce qu'il y a dedans. Ensuite probablement que la terre est très compactée. Vous avez que des petites herbes qui poussent dessus. Ça c'est très mauvais signe. Il va falloir décompacter le sol, il va falloir amener de la matière pour créer le sol. En fait le sol se crée. C'est une couche qui est entre la roche et l'air, mais cette couche a été créée par les végétaux notamment en se décomposant, et par les petits animaux qui ont aidé à la décomposition. Donc vous pouvez créer cette couche, mais ça prend 4-5 ans au moins, quoi. Donc il faut vous y prendre à l'avance, et parfois c'est plus rapide de changer d'endroit. Vous devez aussi analyser les pollutions qui sont susceptibles de concerner votre terrain. Je pense notamment aux écoulements d'eau. Donc d'où vient l'eau qui irrigue votre terrain? Vous êtes probablement sur un ruissellement souterrain d'eau par capillarité, quoi. Donc tout ce qui est au-dessus de chez vous, en fait, vient chez vous. L'eau vient chez vous. Donc est-ce qu'il y a une route? Est-ce qu'il y a une usine? Est-ce qu'il y avait une usine? Est-ce qu'il y a toutes sortes d'industries polluantes? Enfin,
quoi que ce soit qui pourrait contaminer votre eau, voilà, même des surfaces agricoles. Alors les pavillons avec des grands terrains en France sont de plus en plus rares puisque en fait quand les gens achètent un pavillon, ils n'ont pas du tout cette idée de terrain cultivable en tête. Au contraire, ce qu'ils veulent c'est avoir le terrain le plus petit possible pour avoir peu d'entretien. Donc malheureusement, on a en fait un développement de pavillons sur des terrains qui font environ 500, 600, même parfois moins 400 mètres carrés. Donc là évidemment vous n'avez aucune possibilité de cultiver, notamment par rapport à l'exposition au soleil. Quand vous avez des voisins partout, voilà, vous êtes vraiment enclavé, enfin votre jardin est enclavé. Et même les pavillons qui ont des grands terrains, les propriétaires sont parfois tentés de découper ce terrain-là pour en vendre la partie arrière par exemple, pour faire un profit. Et donc ça coupe un grand terrain, je sais pas moi, de 1500 m² en deux terrains de 750 m². C'est dommage parce que ça aurait pu constituer une bonne base pour une autonomie partielle en nourriture. Voilà, donc quitte à habiter dans un pavillon, essayez d'en trouver un avec un jardin le plus grand possible. Alors oui, c'est plus cher, mais vous n'allez pas le regretter après quand vous allez avoir à faire simplement 5 mètres entre votre porte et votre jardin. Dans tous les cas, évitez vraiment tous ces pavillons qui ont été construits sur des petits terrains de 400-500 m² où vous avez juste la place de tourner autour en vélo. C'est vraiment du gâchis, c'est vraiment une forme de construction qui est pas résiliente, qui est faite simplement pour avoir du confort. En fait. C'est qu'en France, on n'arrive plus à vivre avec nos voisins, et donc les gens, comme ça, s'isolent dans des baraques pas mitoyennes, et donc pour avoir un peu de tranquillité. Mais en fait, il n'y a aucune valeur ajoutée à habiter dans une construction indépendante. Vous perdez en isolation, vous avez des coûts plus élevés qu'en appartement. Voilà, vous êtes soumis aux mêmes éléments que les autres en fait. Vous ne pouvez pas mettre en commun les choses. Et vous n'avez pas non plus de possibilité d'utiliser votre terrain pour autre chose que bronzer dessus. Donc c'est dommage. Voilà. Deuxième erreur de localisation, selon moi, c'est d'habiter à moins de 15 minutes d'un arrêt de transport en commun. J'ai bien dit à moins de 15 minutes, c'est une erreur. En fait, il faut être éloigné des arrêts de transport en commun, donc éloigné d'au moins 15 minutes de marche. Pourquoi? Alors j'ai fait une vidéo qui détaille vraiment ce point-là sur ma chaîne, mais l'idée en fait c'est d'éviter les gens à problème en utilisant la barrière financière de la voiture, donc cette voiture que les gens à problème ne pourront pas se payer, et donc ces gens-là vont devoir prendre des transports en commun. Et donc si vous habitez dans un endroit qui est pas accessible ou difficilement accessible en transport en commun, vous allez avoir moins de nuisances. Puisque ça va être plus compliqué d'aller chez vous, vous allez être un peu mis à l'écart comme ça. Donc c'est pour ça que voilà, 15 minutes à pied des transports en commun. D'ailleurs, je dois dire que à chaque fois que je vois un fait divers en France, quand je regarde où ça se passe, c'est toujours dans des endroits où il y a vraiment des flux de gens. Voilà, il faut que la personne, que le criminel, que le voleur, que le brigand puisse se déplacer facilement, repérer, et s'il a rien, s'il est pauvre, il n'a pas de voiture. Donc il va utiliser le réseau de bus, de métro, de train local. Troisième erreur selon moi, habiter dans une agglomération de plus de 50 000 habitants ou de moins de 1000 habitants. Alors les grosses villes, en général, sont à éviter. Donc grosses villes, ça veut dire plus de 50 000 habitants dans l'aire urbaine, selon moi, parce que elles sont peu résilientes en France, notamment dans des cas d'échauffement civil, voire de guerre. La composition démographique fait que c'est très instable. Alors, normalement, une ville, c'est très résilient en termes d'approvisionnement alimentaire, puisque ça attire en fait les ventes des paysans. Et donc, vous avez des grandes villes comme Rome, comme Paris, qui ont été habitées de manière très dense depuis plusieurs siècles maintenant, et il n'y a jamais eu de gros soucis d'approvisionnement alimentaire, puisque ce qui fait que les gens ont à manger, c'est qu'ils arrivent à payer à manger et que quelqu'un vienne à eux pour leur vendre à manger. Donc, en tant que grosse ville, vous êtes au contraire, vous êtes un atout pour les vendeurs. Donc, il y a tout un réseau d'approvisionnement qui va se mettre en place. Donc, une grande ville n'est pas forcément
plus risqué, on va dire, que la campagne. Alors évidemment, si vous êtes à la campagne et que vous savez faire votre nourriture, c'est mieux. Mais si vous êtes à la campagne et que vous ne savez pas faire votre nourriture, c'est pire que d'être en ville. Mais bon, le cas français précis, c'est que les grosses villes sont à éviter, donc à cause de ces risques de révolte, bref. Vous pouvez regarder l'actualité et essayer d'extrapoler ça dans des temps difficiles. Quand on voit comment est la situation actuellement, qu'est-ce que ça va être quand on va avoir des temps vraiment difficiles? Quand il y aura plus de pétrole pas cher, quand il y aura des grosses catastrophes naturelles, quand il y aura des coupures d'électricité, voilà. Et les petites villes de moins de 1000 habitants à éviter, car elles n'ont pas assez de puissance financière et les écoles risquent de fermer. C'est souvent des villages très isolés, voilà. Alors si dans une ville, dans un petit village, l'école primaire ferme, l'école maternelle ferme, bah forcément ça devient beaucoup moins attractif. Donc votre pavillon ne va intéresser personne puisque les familles ne vont pas vouloir s'installer là. Donc pour protéger votre patrimoine financier, voilà, évitez les trop petits villages. L'intervalle entre 1000 et 10 000, c'est pas mal. Voilà, si vous arrivez à trouver, c'est un bon compromis. Après, ça dépend des villes aussi, évidemment, c'est à voir au cas par cas. Là, par exemple, je vois la liste des villes de plus de 50 000 habitants, enfin l'aire urbaine de plus de 50 000 habitants. On a Saint-Dié-des-Vosges, on a Aurillac, voilà, Gap. Bon, ces villes-là sont pas forcément problématiques, c'est à voir au cas par cas, bien évidemment. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à mettre en commentaire des remarques, voilà, si vous voyez, vous, d'autres erreurs qui sont à considérer, erreurs importantes, quand on veut acheter un pavillon, si tant est que voilà, vous ayez, ou d'autres aient ce souhait-là. Voilà. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.